qu'en fait, il faut d'abord se porter du soin à soi pour porter du soin aux autres. Mais est-ce que c'est pas ça, quelque part, de se porter du soin, alors peut-être du soin à soi en faisant de la méditation, ou du yoga, exactement. ou peu importe, et du soin aux autres pour penser le monde? En tout cas, je crois que là où tu touches à quelque chose de pertinent, c'est se dire que, bien sûr, c'est un luxe, mais c'est pas un caprice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une importance fondamentale. D'abord, se porter du soin, parce que là encore, on se sent plus aligné et on est capable de donner autre chose. Et ensuite, que cette idée de soin, et c'est pour ça que je disais, c'est pas utopiste, c'est pas juste un truc un peu illusoire et bien pensant. Pas du tout. C'est que tu vois qu'en fait, tout d'un coup, nos rapports sont différents et qu'on construit un tissu qui est différent. Alors, est-ce que c'est développer son féminin, ou est-ce que, en tout cas, c'est changer le regard sur ce qu'on pense être du féminin, et tu vois, ça c'est toujours qui de la poule ou de l'œuf. Mais en tout cas, s'inscrire dans le soin, c'est se rendre compte aussi qu'on refuse justement qu'on transforme nos rapports, et que ces rapports de violence, c'est aussi une manière de vouloir être en lien, mais une manière extrêmement maladroite, mais c'est vouloir être en lien. Et là, c'est pareil, si ma main peut frapper, ma main peut aussi caresser, et en prendre conscience, et se dire dans quelle mesure moi je peux m'octroyer suffisamment d'intérêt et d'importance pour que ma main, je puisse caresser l'autre. C'est sûr que sans doute qu'on avance différemment. Et en même temps, je voulais parler avec toi je trouve que la philosophie, je le vois sur Instagram, dans les stories par exemple, ou même dans le feed de temps en temps, mais de manière plus large, beaucoup de gens repartagent, parce qu'ils cherchent ce soin, cette douceur, et donc ils partagent des phrases, tu vois, dites, qui sont des phrases de philo finalement, d'une forme de sagesse ancestrale, et j'ai l'association que la philo, justement, permet de traverser cette période de violence, et donc cette violence qui nous entoure en fait. Est-ce qu'il y a des lectures? Est-ce qu'il y a des philosophes? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des phrases, je ne sais pas si tu as des citations, qui permettent, tu vois, pas d'aller mieux, mais en tout cas de se soulager d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'y penser? En fait, tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un éclairage, et on l'avait déjà évoqué ensemble, qui est assez nouveau sur la philo. Alors, la philo n'est loin d'être nouvelle, et même l'intérêt porté à la philo, il y en a déjà, mais là, ça devient encore plus important, sans doute parce que, alors c'est pas du tout ni pour les opposer, mais c'est plus une comparaison, sans doute parce que la philo, contrairement peut-être à la psycho ou à un développement plus personnel, intègre déjà le collectif. La philo, tu penses le nous, tu penses l'universalité. Donc, effectivement, c'est important. Après, je crois que dans la recherche de citations, alors moi, je me méfie toujours un peu des citations parce que justement, ça déplie pas beaucoup. Mais en tout cas, il y a cette idée de construire collectivement quelque chose. Et c'est pour ça que, par exemple, une des lectures qui peuvent être pertinentes, c'est souvent la philosophie grecque. Alors, je dis ça pas uniquement parce que pour des raisons chronologiques et parce que ce serait un point de départ, mais on voit dans tous les dialogues de Platon, déjà un peu plus accessible que tout de suite lire Hannah Arendt, parce que même si j'adore Hannah Arendt, il faut être un tout petit peu aguerri. Les dialogues de Platon sont un tout petit peu plus accessibles en premier lieu, déjà parce que c'est la forme du dialogue. Et ça aussi, c'est précieux, et non seulement du dialogue, mais du dialogue dans la cité, du dialogue dans la cité grecque, quoi. Donc vraiment avec cette idée, avec différents personnages qui incarnent différentes positions, alors les sophistes, etc. Et essayer ensemble, malgré des désaccords, et avec ce Socrate qui veut toujours les titiller un peu, mais quand même, tout en étant dans la conversation et dans l'échange, en fait, arriver à affiner et arriver à décortiquer une notion. Quand tu lis Le Banquet ou une soirée entre amis, ils parlent d'amour et chacun des personnages donne sa vision de l'amour en discutant juste, c'est une manière en fait assez intéressante, non seulement de structurer son esprit, parce que c'est une gymnastique aussi, hein, ça vient pas du jour au lendemain, non, tu te dis sûr. Pas, enfin c'est pas évident quand t'es pas habitué, et en plus un texte qui est agréable à lire et qui parle d'à peu près tous les sujets, parce que l'avantage des Grecs, c'est que quand même grosso modo la violence, l'amour, le désir, l'autorité, tout ça, c'est bon, il y a dedans. Et en fait, comment on fait du coup pour... parce que ce que tu conseilles, c'est de déplier des idées, mais ça demande... je ne sais pas si...
toutes les personnes qui écoutent se sentent capables, tu vois, de déplier une idée, parce que on pourrait aussi partir d'une citation ou d'un texte biblique ou enfin peu importe la religion, et puis la déplier, et puis en discuter. Mais comment on fait ça? Qu'est-ce que ça demande pour faire ça? En fait, alors là, pour le coup, de manière hyper triviale, c'est se poser des questions. Et la toute première, c'est en fait, mais quelque chose qu'on fait pas si souvent que ça, est-ce que je suis d'accord avec ce que je lis? Comment ça résonne? Sur quels exemples? En fait, tu sais, c'est le bon côté de la dissertation de philo. Alors, évidemment, tout le monde a oublié parce que tout le monde a trouvé ça rébarbatif comme exercice. Pas du tout, je vois pas quoi tu fais un peu chiant et un peu méthodique. Mais quand y penses, une disserte de philo, tu vois, je sais pas, n'importe quel sujet, l'idée de liberté totale a-t-elle un sens? Qui est vraiment un sujet du bac. L'idée de liberté totale a-t-elle un sens? Eh bien, essayez de se questionner en disant, attends, liberté totale, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ah, ben ouais, mais peut-être que ce serait quand même le bordel si c'était la liberté totale. Oui, mais alors, dans quelle mesure, en fait, encadrer la liberté? Ouais, mais une liberté encadrée, c'est quand même super bizarre. Et ainsi de suite, en fait. C'est vraiment la capacité à se questionner. Et là, tu vois, ça fait écho à ce qu'on s'est dit, quand on n'est que dans la réaction, quand on n'est que dans l'accélération, quand on est dans juste « je veux convaincre », arriver à un point, en fait, tu ne te poses pas de questions. Tu es dans l'affirmation. Et je crois que, voilà, s'il y a bien une chose que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est juste se dire peut-être un peu moins d'affirmation, un peu plus de questions. Et la question, ça ne veut pas dire de la méfiance, ça ne veut pas dire être justement toujours dans ce côté « ah non, peut-être qu'on me cache des choses ». Non, c'est se questionner en se regardant matin dans la glace en se disant « mais attends, est-ce que mes peurs sont mes peurs est-ce que je suis OK, en fait, avec tout ça ?» C'est aussi peut-être déconstruire. Moi, en tout cas, je passe beaucoup de temps à déconstruire, mais... C'est exactement ça. C'est déconstruire. Mais tu te rends compte le nombre de choses qu'on fait totalement par habitude, par éducation, par confort, sociale, par intégration sociale, partout. On peut remplacer, mettre la brique de Lego qu'on veut, tout dépend de nos parcours. Et sans jamais, et justement, la question permet de déconstruire et permet de réajuster. Ou alors, au contraire, de se dire, en fait, non, je suis complètement OK avec ça et je l'assume. Et dans ce cas-là, on est un peu plus serein. Soulage, hein. Ou en fait, se dire, non, mais peut-être que je pourrais faire un peu différemment. Est-ce que tu crois que cette violence, elle est liée justement... Parce qu'avant, il y avait quand même des dogmes qui étaient très forts et qui guidaient nos vies. Donc, on ne se posait pas vraiment de questions, pas beaucoup. Parce que tout était écrit finalement. Donc, si tu voulais bien vivre, il fallait faire ci, ça, ça, et puis après, t'allais au paradis, etc. Est-ce que cette violence, elle est liée justement à cette liberté? En tout cas, elle est liée, et tu le dis très bien, à ce manque en tout cas, cette absence de structuration très forte. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Sans doute. En tout cas, tout dépend comment on le prend. Mais je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais il y a un livre que j'aime beaucoup de George Steiner qui s'appelle Nostalgie de l'absolu, où il dit finalement, au XXe siècle, on a remplacé les religions qui étaient très structurantes par le marxisme, la psychanalyse, l'anthropologie. Donc, en fait, on a repris Marx, Freud et Claude Lévi-Strauss avec des livres sacrés, avec l'idée d'un paradis perdu qu'on pourrait retrouver. En fait, on a besoin justement de structuration parce que c'est hyper flippant. Le problème, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que le marxisme moyen, que la psychanalyse, on en voit les limites, que l'anthropologie, pareil, on a vu aussi qu'avoir ce regard-là n'était pas toujours le plus pertinent. Donc, on se retrouve à nouveau nu. À poil, en fait. À poil, paumé. Et en fait, vertige. Donc, on a encore envie de remplacer par d'autres grilles explicatives. Alors, les extraterrestres, mais parce qu'en fait, effectivement, ne pas se lever le matin et faire face à cette question qui est la question philosophique par essence, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et qu'est-ce que je fais là? C'est ça. C'est pas toujours agréable. On a envie de se lever le matin en se disant voilà, je vais croire en telle ou telle chose. C'est quand même plus confortable. Et est-ce que la philosophie peut être réconfortante dans ce sens-là? Ce que tu disais à Platon peut-être Oui, la philosophie peut être réconfortante parce qu'en fait, les philosophes n'ont pas peur des questions. Et rien que ça, c'est réconfortant. Alors, je parlais de Platon, on peut évidemment, je sais pas, Nietzsche, Bergson, y a, selon nos sensibilités, selon nos degrés de lecture, mais on peut trouver en tout cas le réconfort d'individus qui nous accompagnent
dans nos questions. Il y a 2 jours, sur un sujet comme le travail, je lisais Bergson qui parle du travail comme l'idée peut-être en fait de la création de soi, et que le travail n'est pas juste un labeur, mais aussi un espace de création, et qui se questionne là-dedans et qui nous accompagne là-dedans. Et bien finalement, tu refermes et tu te dis ah ouais, en fait c'est vrai, pourquoi pas. Donc vraiment, l'accompagnement à travers la question, tu le trouves en philo, puisque c'est la méthode philosophique par excellence. Donc ça ne peut que faire du bien. Et en fait, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être frustrant, parce que dans la philo, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est que du questionnement. Exactement. Enfin, il n'y a pas de réponse Mais définitive. En fait, ce questionnement, et ça c'est vrai, t'as raison, c'est hyper frustrant pour certains. Alors pareil, quand je fais de la philo, et notamment dans des ateliers philo avec les enfants, t'en as toujours un qui répond « Mais c'est quoi la bonne réponse ?» Genre excédé, c'est insupportable ce truc. Mais en fait, il y a aussi la perspective de se dire, il n'y a pas, là où c'est pas tout à fait qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a juste pas une réponse qui soit un absolu. Et c'est ça, en fait, accepter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le livre de George Steiner, Nostalgie de l'absolu, un joli titre. C'est juste, il n'y a pas un absolu, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne mets pas en place des choses. Alors peut-être que si on faisait un atelier philo ensemble, on n'arriverait pas à la même conclusion, mais c'est pas pour autant qu'on mettrait pas en place des actions. Donc voilà, il y a aussi ce volet-là. Ça veut pas juste dire se poser des questions en se brossant les dents et en se disant, en regardant la vie tourner. Non. Non, bien sûr que non. Donc alors, attends, si je résume, il y a faire attention à son action, comment on participe, faire attention à ce qu'on consomme, tout à fait. Questionner, créer du lien, prendre soin, soigner. Des autres et de soi. Des autres, mais de soi d'abord et des autres ensuite, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Et puis, lire de la philo. Donc, non, mais au moins se questionner, c'est-à-dire questionner et peut-être déconstruire quand c'est nécessaire. Totalement. En tout cas, se poser la question. Moi, je trouve que la curiosité, tu vois, en tant que prof, tu sais ça, mais c'est un truc qu'on n'apprend pas suffisamment aux enfants. Je trouve que ou en tout cas, il y a cette expression, la curiosité est un vilain défaut, qui est très malheureuse, parce que si tu n'as pas de curiosité, tu ne questionnes plus. Et c'est là où le problème se pose. Et après, on pourrait aussi se dire, le questionnement, ça amène à la défiance, tu vois, mais c'est vraiment ça. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'émerveillement, en fait. Le questionnement, c'est aussi le questionnement premier, quoi. Pourquoi il y a des étoiles, pourquoi elles sont là, pourquoi elles ne nous tombent pas dessus. C'est enfant quand tu poses un regard neuf sur l'existence et que tout d'un coup, t'es aussi émerveillé, quoi. C'est l'étonnement philosophique. Donc, avec tout ça, c'est plutôt un bon programme. Ouais, c'est plutôt chouette. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas... Enfin, l'extériorité, donc, elle va rester en crise. On va pas s'en sortir. Donc, en fait, la question, c'est comment je travaille sur moi. Bien sûr. Pour traverser cette période. Parce que la période, elle va... on va devoir la traverser, il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Oui, et que de toute façon, crise ou pas crise, il y a toujours du mouvement à l'extérieur de nous et en nous. Et c'est comment, en fait, j'arrive à ne pas être rigide face au mouvement, parce que alors, effectivement, je risque de m'abîmer. Et se rendre compte que toute cette perspective-là, qui n'ont rien, c'est pas une méthode figée. Enfin, je vais pas te dire, alors, étape 1, qu'est-ce que tu absorbes ? Non, mais en faisant tout ça, et ce qui en fait se répond, parce que une fois qu'on choisit ce qu'on consomme et ce qu'on absorbe, en fait, on se rend compte qu'on a peut-être envie de se poser plus de questions. Quand on se pose plus de questions, peut-être qu'on a envie de prendre un peu plus soin de soi. Et puis, en fait, en prenant soin de soi des autres, et ainsi de suite, en fait. Et t'es dans un cercle vertueux, et vraiment, je crois que nous sommes aussi capables, en fait, de tout ça. Et que certes, nous sommes une montagne de vulnérabilité, chaque individu est une montagne de vulnérabilité, mais aussi une montagne, en fait, de solidité. C'est-à-dire que je crois que c'est dans ce va-et-vient qu'on se définit. Super. Donc, je voudrais savoir, tu sais, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte pour cette début d'année 2021. Je veux vraiment, justement, claquer la porte aux informations qui nous apportent que des pensées toxiques. Et je crois que j'ai vraiment envie qu'on arrive ensemble à poser notre regard ailleurs et poser notre regard sur tout ce qui est merveilleux dans l'existence qu'on vit. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, qu'on prend pour acquis. Bien alors sûr. qu'en fait, elles sont exceptionnelles. Tu vois, typiquement, le fait de pouvoir manger tous les jours, le fait dans un pays en sécurité. Totalement d'accord.
C'est des choses qu'on prend pour acquis parce que ça nous semble logique, mais en fait, ça n'allait pas nécessairement. En tout cas, sur l'histoire de l'humanité, c'est quand même assez récent, quoi. Non, mais avoir la possibilité, tu vois, non seulement là d'échanger et de discuter, et pour ceux qui nous écoutent, d'écouter un podcast et de se dire ah tiens, en fait, peut-être que ça me donne telle ou telle idée, mais c'est extraordinaire en fait. Être en vie et pouvoir penser. Il y a de quoi s'émerveiller. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.